Les amis, bonsoir. On avait pris rendez-vous hier pour se parler. Malheureusement, on a subi une avalanche d'attaques cybernétiques. C'est de bonne guerre, hein. Nous n'attendons pas que ces gens nous envoient des pétales d'orchidée pendant que nous dénonçons les tartuffes et nous mettons à nu toutes leurs mauvaises pratiques qui ont plongé notre pays depuis 42 ans dans le marasme que nous connaissons tous. Sauf que à chacun de prendre sa responsabilité, d'assumer de se taire, donc d'avoir le doigt sur la couture du pantalon, et puis d'être responsable vis-à-vis des générations d'après, sur le fait que, bon, au moment où tout ça se passait, eh ben, beaucoup de gens ont démissionné, se sont bouchés le nez, ont fermé les yeux en faisant semblant de ne rien voir. Nous, on a décidé de se battre pour les générations d'après, parce que ce n'est même pas pour nous. Vous voyez, des gens comme moi, j'ai perdu beaucoup, j'ai beaucoup à perdre en m'exposant, mais c'est pas grave, c'est pas grave. La vie ne peut pas tourner qu'autour des enjeux financiers. Moi, je pense que c'est un gâchis si on doit se retrouver à avoir pour idéal final gagner de l'argent, même en voyant des injustices s'accumuler autour de nous, sans rien dire. À plus forte raison, quand on a un pays qu'on a hérité de nos ancêtres, qu'on est en train de voir se détruire. Et de dire que bon, on voit ça et puis rien n'est fait, rien n'est dit, parce qu'on a une masse docile, une masse servile qui a accepté d'être assujettie. Non, personnellement, moi, je ne mange pas de ce pain. Donc hier, on a été bloqué dans notre direct. C'est pas grave, on a décidé de remettre ça plus tard pour que vous ayez la même communication qu'on souhaitait faire en semaine. Donc voilà. On le fait là, Armel Plélerma et moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Hier, le thème de l'émission, c'était Paul Biya, chef d'État ou chef de gang. Nous allons ici vous exposer quelques faits qui vont vous permettre à chacun de se faire sa propre opinion sur le personnage. C'est pas toujours évident. Vous savez, le lien que je vous ai évoqué, qui me lie à la personne du président Biya, je suis un tout petit peu un bébé de ce système, si on peut dire les choses comme ça. Sauf que très rapidement, j'ai vu que les idéaux qu'on avait lus, sur lesquels on s'était abreuvé en lisant le libéralisme communautaire, eh ben, ils étaient très loin de la pratique politique quotidienne de ce que nous voyons à force de côtoyer ces sphères du pouvoir, ces milieux politiques. Donc moi, très rapidement, j'ai pris mes distances. Au bout de moins de 3 ans, hein, j'ai pris mes distances. Et c'est l'une d'ailleurs des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Cameroun à l'époque. Parce que je savais qu'on allait vers la catastrophe. Et il y a d'autres gens qui l'ont anticipé. Vous voyez, le coup d'État de 84 a été justifié par certains, je pense au capitaine Guérandi Bara, comme étant une nécessité absolue. Parce que lui, déjà à l'époque, voyait en nos gouvernants des gens qui n'étaient pas capables de laisser le pouvoir par eux-mêmes. Ils ne voyaient pas d'autre possibilité que d'utiliser la force pour débarrasser les Camerounais de cette calamité. Et il y en a bien d'autres. Il me souvient, je ne vais peut-être pas, pour ne pas salir sa mémoire, que déjà à l'époque, même des ministres qui faisaient partie du gouvernement, moi je me souviens, ma mère, un de ses anciens responsable qui est devenu ministre à l'époque, en allant lui rendre visite à Yaoundé, il avait eu cette bonne phrase. Et il avait dit, Biya, c'est l'eau. Tout ça va être, tout ce que Aïdjo a laissé va être foutu en l'air. Ce type, là, ce ministre-là, il avait trop bien vu la situation. Pourtant, il venait d'être nommé ministre, il était dans le gouvernement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce qui se passe et qui, à l'époque, déjà pensaient qu'on allait droit dans le mur. Alors, pour revenir à l'histoire de Martinez Zogo, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons eu comme inspiration de thème Paul Biya, chef d'État ou chef de gang. Je vais vous faire une histoire très simple, hein, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut respecter le temps de cerveau disponible de nos concitoyens qui prennent le temps de s'informer sur ce qui se passe. Alors, il se trouve qu'il y a plus d'1 an, j'ai été informé de sources très introduites de ce qui s'était réellement passé dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo. Donc j'avais tout le dossier, je savais qui a fait quoi,
la seule information que je n'avais pas et qui m'a été complétée récemment, c'était sur le commanditaire réel du crime. Alors, la première information que j'ai eue, donc il y a plus d'1 an, c'est cette histoire de données téléphoniques qui ont été coupées pour tous les membres du gang, les obliger à communiquer par le téléphone normal. Pour ceux qui étaient les commanditaires, leur permettre de pouvoir suivre les communications et savoir comment s'est déroulée l'opération. Alors, il se trouve que de sources très proches de l'enquête, il y a un commandant de la gendarmerie qui, une fois qu'il a eu cette information, que toutes les données du commando ont été coupées au moment de l'opération, eh bien, il a dit, l'enquête est bouclée. L'enquête est bouclée, pourquoi? Parce qu'il nous suffira juste d'interpeller les 2 responsables des principales sociétés de téléphonie mobile locales afin qu'elles nous disent qui leur a donné l'ordre de couper les données dans ces téléphones. Si on sait qui leur a donné l'ordre, on sait qu'il y avait intérêt dans cette opération et donc on connaît le ou les commanditaires de ce crime crapuleux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand ce commandant de bonne foi, appliquant certainement des cours qu'il avait reçus dans des écoles d'élite de la gendarmerie, qu'il a fait, quand il a posé cette question, il faut que je les interpelle, qu'on les fasse interpeller, il a subi tout de suite l'opposition de sa hiérarchie, qui a dit non, il est hors de question, on ne va interpeller personne. Et la police qui faisait partie de la commission mixte, puisque l'enquête a été confiée à une commission mixte, police et gendarmerie, et la police s'est rendue compte tout de suite qu'il y avait une volonté de faire obstruction à l'enquête à partir de cet élément. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et le père Bargagele, donc le patron de la police nationale du Cameroun, il a demandé à ses troupes de se retirer de cette affaire parce qu'il a bien compris, en tant qu'ancien flic rodé, qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que la vérité ne se manifeste pas dans ce dossier. Et donc, à partir de ce moment, ça puait du cul. Il y avait, la procédure était viciée. Il a préféré retirer la police. Alors, Paul Biya, chef d'État ou chef de gang, lui, en tant que chef d'État, quand il a l'information selon laquelle la police s'est retirée de la commission mixte, qu'a-t-il fait? Quelles sont les dispositions qu'il a prises? Est-ce qu'il a demandé à parler au patron de la police pour savoir le pourquoi du comment des choses? Quels étaient les tenants et les aboutissants de ce retrait de la police de la commission mixte? Non. Je vous le dis avec certitude. Alors, mais là, nous revenons trop en arrière, parce que je ne vais pas refaire une histoire que j'ai racontée il y a plusieurs mois à rebours et qui a permis justement que commence à être incriminé, en tout cas cité à être auditionné, M. Ferdinand Ngongo, notamment, donc le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la possibilité de remonter aux commanditaires, en interpellant notamment les patrons des sociétés de téléphonie mobile, il y a eu une interposition au niveau de la hiérarchie de la gendarmerie, qui, elle, répond directement de Ferdinand Ngongo. Ils ont dit non, 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 on n'arrête personne, et donc on a coupé le fil. On avait la possibilité de savoir là c'est qui le commanditaire, mais il y a une obstruction, et c'est après coup qu'on comprend maintenant toute la subtilité d'ordonner une enquête administrative et non pas une enquête judiciaire. L'enquête administrative ayant cette spécificité que, elle permet, si l'administration est incriminée dans une affaire, de noyer le poisson, de bloquer des preuves, des éléments de preuve, des pièces à charge. Donc le commandant en question qui a demandé que les 2 patrons de société mobile soient auditionnés a été viré de l'enquête. Donc le fil est coupé, on ne peut remonter à personne. Sauf qu'il y a toute la partie de l'enquête électronique. On a fait appel aux spécialistes et tout, qui ont donc mis en exergue le rôle de Martin Savom. Alors, à partir de Martin Savom, on est remonté à Ferdinand Ngongo et à Betty Assomo, qui sont les 2 personnes. Betty Assomo, c'est le ministre de la Défense du Cameroun. Ferdinand Ngongo, c'est le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Donc, ces 2 gens sont les premiers que Martin Savom
appel à sa sortie d'audition par le juge Sikati. Alors, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne vais vraiment pas refaire l'affaire parce que la vidéo où j'explique tout ça existe. Je veux focaliser sur la part de responsabilité du vieux et surtout mettre en index une grosse imposture sur laquelle tout le Cameroun est depuis 42 ans, qui est celle de dire toutes les fois qu'il y a un problème que la responsabilité n'est pas celle du président, mais elle est celle de ses collaborateurs, alors même que la personne qui a demandé un suffrage, qui est venue demander les suffrages des Camerounais, c'est le président Biya. À la limite, ces ministres, on s'en tape, on ne les connaît pas, ce sont ses choix. S'ils ne sont pas à la hauteur, c'est à lui de faire ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas, nous, à faire un procès à des gens qu'on ne connaît pas, à des gens à qui nous n'avons donné aucun mandat. Je veux parler de tous ses collaborateurs et ses ministres. Donc, cette histoire va devoir s'arrêter. Alors, où est la responsabilité du président dans cette affaire? Je vous ai cité un, la police se retire d'une commission mixte que lui, il a instruit. Qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. 2, il y a quelques mois, j'ai reçu l'ensemble du dossier incriminant les collaborateurs directs du président de la République dans cet assassinat. Et mettant en exergue l'idée qu'on avait été empapaouté, toute l'opinion avait été empapaoutée parce que le crime a été monté dans l'idée de le faire porter à d'autres personnes, et notamment au patron des services secrets dont on voulait se débarrasser et à un certain homme d'affaires appartenant à un réseau antagoniste. Donc j'ai apporté toutes les preuves. Sauf qu'avant de commencer à vous en parler, qu'est-ce que j'avais fait? En bonne personne républicaine, j'ai eu par des réseaux, des gens notamment proches du président Biya, l'information selon laquelle il cherchait absolument à être informé sur ce qui s'était réellement passé. Et donc j'ai pris sur moi de risquer la vie des gens, des témoins à charge, qui étaient porteurs non seulement du message et du détail de ce qui s'est passé, mais aussi porteurs de tout le dossier que vous avez vu fuiter dans la presse. Donc j'ai pris sur moi de ne pas divulguer cette information en me disant, bon, on va être républicain, le président n'a certainement pas l'information, on va mettre l'information à sa disposition et il va sévir. Et pour moi, sévir, c'était quoi? C'était d'ordonner tout de suite l'audition des membres de son cabinet, enfin pas de ce cabinet, de ses collaborateurs au palais de la présidence de la République qui étaient incriminés par les nouveaux éléments forts à charge que nous avions et que j'ai fait porter à son attention. Et ma démarche a été, je mets toute l'affaire, tout le dossier entre ses mains et les gens prêts à apporter tous les témoignages. Et puis certainement, en tant que chef de la magistrature, en tant que père de tous les Camerounais, il va faire ce qu'il faut faire. Sauf que j'ai attendu près d'un mois, pas de réaction. Et j'ai compris qu'on était en train d'aller dans quoi? Eh bien, on était en train d'aller dans le truc habituel au Cameroun, qui est qu'il y a des dossiers, il y a des éléments qui accablent les gens, mais rien n'est fait. Et c'est à partir de ce moment que j'ai pris sur moi de parler. Et de dire aux gens, on ne peut pas, on ne laissera pas que l'histoire de Martinez Hugo finisse de cette manière. Alors, Paul Biya, chef d'État ou chef de gang? Cette question mérite d'être posée. Vous savez, suite aux révélations que j'ai fait ici, il y a quelques mois en arrière, le tribunal militaire, qui avait déjà certaines informations, a fait quoi? A demandé à auditionner Ferdinand Ngongo. Ce dernier a refusé de se présenter à la convocation. Le président de la République, en tant que chef de la magistrature suprême, a un collaborateur qui est injusticiable, comme tous les autres, qui a une convocation au tribunal à laquelle il ne déroge pas. À votre avis, Ferdinand Ngongo agit-il de lui-même tout seul? Il faut réfléchir. Si il est avéré, selon les éléments que nous avons, qu'il est effectivement le commanditaire, travaillait-il pour lui? Est-ce qu'il travaillait pour lui? Tout ça, je vous le dis aujourd'hui, parce que j'ai eu très mal de voir les Français célébrer leur libération en Provence
et de voir le président Biya prendre la parole pour faire un discours sur la question des libertés, alors même que son propre pays vit dans l'état que nous connaissons, régenté par des mafias, régenté par des gens sans foi ni loi, qui ont pris en otage toute une société où on exécute, on tue, on torture des gens, on les mutile, juste parce qu'ils ont donné leur opinion. Une société où on a des services qui sont payés par l'argent du contribuable public et dont le rôle est de faire quoi? Et de traquer des Camerounais innocents qui n'ont rien fait pour qu'ils soient assassinés. Donc j'ai trouvé fort de café que le président de la République prenne la parole dans cet agora pour s'exprimer. Et donc aujourd'hui, je veux interpeller la conscience de chaque Camerounais pour qu'on commence enfin à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va rester dans ce mensonge, cette hypocrisie éternelle qui consiste à dire que le président Biya n'a pas de problème, c'est un saint homme et c'est son entourage qui est composé de petites frappes? Moi, sur la base des éléments que je viens de vous donner, un dossier complet avec des témoins à charge, prêts à rencontrer le président pour lui dire le fin mot de l'histoire, eh bien, qu'il n'ait rien fait en ayant connaissance de la vérité, et que même quand le tribunal militaire a pris sur lui de convoquer son collaborateur Ferdinand Ngongo, ce dernier a refusé de se présenter à la convocation. Il n'y a pas eu de réaction de la part du chef de la magistrature suprême. Et donc, ça amène aux questions qu'il faut que chaque Camerounais qui va suivre cette intervention doit se poser. Je ne pense pas qu'il aurait pu ne pas déroger à une convocation du tribunal militaire avec un président qui est chef de la magistrature suprême, d'un chef suprême des armées. Donc là, il s'agit du tribunal militaire, donc son chef suprême, qui est le président de la République, a un de ses collaborateurs qui refuse de déroger à une convocation de ce tribunal. Et de deux, il s'agit de la justice et le président est le patron de la magistrature camerounaise. Donc il faut réfléchir. Pour qui Ngongo a-t-il agi? Il faut se poser cette question. Et si on met cette question sur la table, il y a lieu de questionner tous les autres scandales qui ont jalonné la vie de notre pays ces 13 dernières années où nous avons Ferdinand Ngongo au secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Les détournements, les tueries et compagnie, travaillait-il pour lui? On est bien en droit de se poser cette question. Donc le président Paul Biya, chef d'État ou chef de gang, après vous avoir exposé ces faits, je laisse à chacun le soin de pouvoir répondre à cette question. Alors sur un tout autre plan, il y a ce qu'on a observé, hein, c'est pas tout le monde qui le voit, l'instrumentalisation du fait religieux qu'on a ramené dans la sphère politique aujourd'hui avec le foisonnement d'églises, de réveils, qu'on voit un peu partout dans la ville. Les gens ont l'impression que c'est innocent, hein, qu'on est juste sur une histoire de foi religieuse, mais en réalité, il y a quelque chose de bien plus vicieux qui est caché derrière tout ça. Alors, s'agissant du foisonnement des églises dites réveillées au Cameroun, oui, c'est un phénomène en fait qui dure depuis une vingtaine d'années. Il a pris de l'ampleur au fil du temps parce que le peuple camerounais étant zombifié, sidéré, à bout, ayant encaissé tellement de choses, s'est retrouvé déboussolé et maintenant a choisi de se tourner vers la spiritualité, en quête, oui, d'un exutoire, en quête d'une issue, d'une solution aux problèmes qui sont les siens. Donc le peuple à la recherche d'une bouée de sauvetage, oui, est allé maintenant massivement vers ces églises. Au début, il y avait peut-être un peu de réticence, mais plus que les gens y allaient et que le temps qu'on passe là-bas à chanter, à danser, oui, et à écouter des messages motivants, oui, permet un peu de sortir des angoisses et
du quotidien sombre qui est celui des Camerounais. Mais malheureusement, ces églises sont pour la plupart des cavernes de voleurs. Oui, on est vraiment au regret de le dire, parce qu'une église devrait être un lieu d'apaisement, un lieu où on vient se ressourcer, un lieu où on vient écouter la bonne parole, un lieu où on vient se muscler même spirituellement pour faire face aux vicissitudes de la vie. Mais la réalité est que les églises réveillées aujourd'hui au Cameroun sont dans la même filière et dans le même rôle que les églises traditionnelles qu'on a connues, c'est-à-dire l'église catholique romaine et l'église protestante, sans même parler des autres, des témoins de Jéhovah et toutes les autres dénominations. Donc, ces honnêtes hommes et femmes camerounais se sont tournés vers les hommes de Dieu, oui, avec femmes et enfants, avec leurs familles et avec leurs ressources, à la recherche de solutions, à la recherche d'un soutien moral et spirituel, parce qu'il faut dire que le quotidien d'un Camerounais n'est pas banal. Le quotidien d'un Camerounais est lourd, oui, parce que vivre tous les jours avec l'angoisse du lendemain, sans savoir comment est-ce qu'on va nourrir sa famille, payer les factures, payer le loyer, c'est pas simple et c'est pas agréable. Donc, ces lieux sont remplis, c'est-à-dire ces églises, ces méga churches aujourd'hui sont remplis de victimes naïves, abusées et désabusées, même pour certaines dépouillées, vidées, oui, de leur énergie. Parce que parfois, il y en a qui vont à l'église tous les jours de la semaine, pas seulement le dimanche, en plus du temps et de l'énergie qu'ils doivent investir, oui, pour gagner leur pain quotidien. Donc, ces malheureux à qui on a vendu des illusions, on a vendu monts et merveilles, parfois se retrouvent là-bas désemparés aussi et dépouillés complètement, au propre comme au figuré, ne sachant plus où donner de la tête. Donc, j'ai moi-même des amis qui ont perdu des fortunes dans ces milieux. Dans ces milieux sans jamais trouver de solution. Oui. Mais Jésus lui-même, quand il prêchait l'évangile, Jésus lui-même, quand il était sur la terre et qu'il a apporté ce message d'amour, de solidarité, de compassion et de miséricorde, Jésus n'a jamais fait les poches de ses adeptes. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de venir contribuer en quoi que ce soit. Et en réalité, un vrai homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, oui, ne fait pas le ministère, ne sert pas Dieu, oui, pour des raisons lucratives, pour gagner de l'argent, oui. Servir Dieu est un sacerdoce. J'aimerais m'arrêter sur un cas pratique, un cas emblématique, parce que ceci concerne une personnalité publique. Une personnalité qui occupe un poste important dans l'appareil de l'État, à la présidence de la République. Je parle de M. Oswald Baboké, qui est le fondateur de l'église la chapelle de la gloire du Christ, avec sa femme Crescence Baboké. Et tout fils, le président de la FECAFOOT, est membre de cette église. Et on a vu défiler là-bas d'autres personnalités aussi. Donc, moi, la question que je voudrais poser à M. Baboké, je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo. Est-ce que c'est ainsi que Jésus, le Fils de Dieu, qui est le modèle suprême de la chrétienté, est-ce que c'est ainsi qu'il traitait les brebis? Est-ce que c'est ainsi que Jésus servait le Père et qu'il exerçait le ministère? Voilà. Parce que j'ai vu une vidéo où Crescence Baboké était dans un quartier populaire au Cameroun, habillé dans des tenues d'une certaine classe, des vêtements de marque, une ceinture Gucci à la taille, en train de prêcher l'évangile et d'appeler les gens à l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour? Où est l'amour? Si cet amour, on ne le manifeste pas en action, le tout n'est pas d'aller parler aux gens. Donner à manger à ces gens, donner-leur du travail.
subvenaient à leurs besoins pratiques. Parce que Jésus, quand il prêchait l'évangile, il donnait des principes moraux, il enseignait, mais après avoir enseigné, il subvenait aux besoins pratiques, aux besoins pragmatiques des foules qui le suivaient. C'est pour ça qu'il a multiplié le pain plusieurs fois, il a multiplié les poissons pour nourrir la foule qui suivait, parce qu'il avait compassion. Oui, la parole de Dieu même dit que montre-moi ta foi sans les actes et moi je te montrerai ma foi par les actes. Donc la foi est agissante. La foi n'est pas une histoire de venir prêcher des beaux messages, motiver les gens et après les dépouiller du peu qu'ils ont et les laisser retourner chez eux. Alors monsieur Babouké, moi je vous dis en tant qu'une personne qui lit aussi cette parole de Dieu et qui est fréquenté ces milieux, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, monsieur. Vous êtes un charlatan. Vous êtes le prototype, même vous et votre épouse. Vous êtes le prototype de ces charlatans-là que nous dénonçons au Cameroun et qui ont maintenant envahi toute l'Afrique. Oui. Arrêtez. L'église n'est pas un business. L'église, c'est le lieu où les gens viennent, où ils doivent trouver l'amour, où ils doivent être apaisés, où on doit prendre soin d'eux. Et non inviter les gens pour les dépouiller, inviter les gens, oui, pour les abandonner dans leurs problèmes, dans leur situation, sans jamais les aider de quelque manière que ce soit. Jésus vous appelle des pharisiens, oui. Vous mettez des fardeaux lourds sur les épaules des malheureux qui viennent et vous ne les aidez jamais à porter ces fardeaux. Donc, monsieur Babouké, il faut arrêter de polluer et de salir le nom de Jésus. Il faut arrêter de prêcher des hérésies parce que vous êtes dans l'enrichissement personnel, dans le bling-bling, vous êtes milliardaire, dit-on, mais il y a des pauvres dans votre église, il y a des pauvres autour de vous, il y a des malheureux qui n'ont même pas à manger, qui ne peuvent même pas se soigner ou envoyer leurs enfants à l'école et vous vivez dans une opulence insolente avec votre femme, vos enfants et votre entourage. Alors ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Moi, je vous mets au défi et nous vous appelons au débat. Si vous niez les faits qui vous sont reprochés ici, vous nous invitez qu'on fasse un débat et qu'on vérifie. Mais cette église, la chapelle de la gloire de Christ, c'est la chapelle de la gloire des Babouké. Voilà, c'est la chapelle de la gloire du bling-bling. Arrêtez de jouer avec le nom de Dieu et de faire commerce avec la parole de Dieu. Alors, en guise de solution, ce que nous préconisons, c'est ce qui a été fait par exemple au Rwanda où une décision radicale a été prise parce que beaucoup de ces charlatans, ils s'improvisent pasteurs, ils s'improvisent leaders spirituels. En fait, ils n'ont même jamais été formés. Et même pour ceux qui ont fait des semblants de formation, en fait, ils ont des moralités douteuses. Parce que dans ces mêmes églises, des femmes sont violées, des enfants sont violés, oui, des femmes sont maltraitées et les gens ne sont pas respectés. Et ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Donc, nous préconisons comme au Rwanda qu'on ferme tous ces business centers. Oui, c'est des business centers. You people, you are running business centers and you are charlatans. And we want these places to be closed up. Donc, nous demandons nous préconisons une solution radicale dans le Cameroun nouveau, qu'on ferme toutes ces épiceries évangéliques, oui, afin de vérifier, oui, exactement, et d'imposer des conditions drastiques pour quiconque veut ouvrir une église et de prévoir même des sanctions allant même jusqu'aux peines de prison pour toute manipulation, toute escroquerie et tout détournement, tout abus de faiblesse. Parce qu'ils utilisent toutes ces méthodes dans ces milieux. Donc, il y en a marre. Le peuple camerounais a déjà été meurtri à l'extrême et ces églises sont venues encore en rajouter et aident le gouvernement à endormir les masses pour continuer à maltraiter les Camerounais. Donc, assez, c'est assez. Nous n'en voulons plus. Nous avons déjà assez vu et nous disons basta. Le phénomène des églises réveillées au Cameroun est problématique au jour d'aujourd'hui. Et nous devons avoir le courage de le dire et de le dénoncer. Chers frères, chères sœurs,
N'oubliez pas, peu importe tout ce que vous voyez, il fera beau bientôt au Cameroun. Hoha. Merci.